J'allais dire, c'est quelque chose à ne pas faire en voiture, mais moi, voilà, Overphonic, je ferme les yeux, j'ouvre grand les oreilles, comme disait l'autre, et puis je me laisse emporter parce que c'est à chaque fois un voyage, Lise, avec Overphonic. Là, on fait 30 ans de carrière et 25 ans de l'album culte de Magnificent Tree avec Alex Calier. Bonjour Alex. Bonjour. On dit Calier ou Calier? Calier. Calier, d'accord. Oui. J'ai voulu flamandiser, c'était pas utile. Donc, Il y a des gens dans ma famille qui disent non, c'est Calier, mais j'ai dit non, c'est un nom français, c'est Calier. Calier. Okay, bon, voilà. Alex Calier. Voilà. Grande histoire, Overphonic, grande réussite de la scène pop belge, même si pop c'est un peu réducteur parce que ici vous fêtez les 25 ans de cet album mythique avec un orchestre avec des cordes, mais finalement des cordes et des ambiances très très larges, il y en a eu toujours chez Overphonic. Oui. Et c'est à cause de deux chansons, c'est à cause de Manon de Gainsbourg. Ouais. J'avais tombé amoureux d'une fille qui s'appelait, qui s'appelle encore parce qu'elle vit encore, Manon. Ouais. Et alors, je rentrais et à la maison, mon père, il avait un disque, un vinyle encore avec de Gainsbourg et je voyais, il y a une chanson Manon et j'ai mis cette chanson et directement, je suis tombé amoureux avec les cordes. Je trouve que l'enregistrement et aussi l'arrangement des cordes sur cette chanson est génial. Et après aussi Nick Drake, Riverman, là aussi les cordes. Et peut-être aussi une troisième, Unfinished Sympathy de Massive Attack. Ce sont les trois qui vraiment mon... On vous a beaucoup relié au mouvement trip-hop, à Massive Attack, etc., en tout cas au début. Voilà, donc, et du début du premier sur le premier album, il y a déjà des cordes un peu programmées, et après, on avait le budget pour des vraies cordes, et depuis là, on a toujours enregistré des cordes, des cuivres de temps en temps, mais oui, c'est vrai. Il y a quelque chose dedans. Je crois que c'est l'instrument le plus proche de la voix. Il y a beaucoup de l'émotion qui tu peux encore mettre sur une chanson qui peut être déjà très mouvante, mais par exemple Eden, où Greg chante très très doux et très introverte, mais les cordes rendent cette chanson quand même presque épique, quoi. Et ça donne une dimension stéréophonique qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Ouais. The Magnificent Tree, c'est l'album sur lequel il y a Mad About You, qui est la chanson... En tout cas, moi, c'est avec cette chanson que je vous ai découvert. Je pense que beaucoup de gens vous ont découvert avec cette chanson. Elle a déjà 25 ans. Comment vous reflétez, vous, maintenant, aujourd'hui, sur cette époque-là ? C'était génial. C'était les années 90. Il y avait de l'argent, on avait des budgets, on pouvait faire ce qu'on voudrait. On vendait des disques, des vrais disques encore. Bah oui, mais tu vois, on avait déjà succès avec le premier album, avec le deuxième un peu plus, et si avec le troisième, on avait du budget, on pouvait enregistrer des cordes, être à Londres. On avait Louis Jardim, qui était le bassiste et le percussionniste de Grace Jones, qui a joué sur toutes les chansons. Alors, c'était quand même des temps où il y avait beaucoup de possibilités dans la musique. Everything was possible. Et c'est quand même, oui, on a eu beaucoup de chance qu'on a vécu these marvelous years. J'ai écrit une chanson que j'ai jamais sortie, mais où je dis if the 70s were blue, parce qu'il y avait des crises, tu vois. The 80s were red, avec tout le communisme et tout le grand... The 90s were silver, I say, and the Nillies were black, because de nouveau, une crise. But I want to go back to the 60s, the golden 60s. Alors, pour moi, les années 90, c'est le deuxième après les 60s. Mais même dans les années 60, il y avait aussi des problèmes, évidemment. Et dans les années 90 aussi, mais il y avait quand même une sorte de positive... D'espoir ou quelque chose. Et alors, nous, on était là, on était très jeunes, on faisait que ce qu'on voudrait, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. C'était tout, tu vois... Les viscères, oui. C'est marrant parce que à la fois, quand tu expliques ça, Alex, on sent que c'est quelque chose d'assez instinctif qui vient des tripes, et en même temps la musique d'Overphonic, elle a cette image de musique très spirituelle, justement, donc c'est à la fois les tripes et l'esprit, quoi. Oui, mais quand moi je arrange des cordes, je le fais vraiment, vraiment très spontanément. Alors, et souvent quand je travaille avec des orchestres, ils disaient, tu fais des trucs qui sont très spéciaux, qui sont un peu fautes,
mais en même temps, ils sont cool. Et c'est parce que, tu vois, parce que je ne pense pas trop. J'essaie de vraiment... Et après, j'ai un orchestrateur, Cédric Mirat, qui va tout, peut-être... moi, j'ai mis quelque chose, c'est les altos, et lui, il le met chez les violoncelles. Mais, oui, c'est ça. Mais alors, cette sorte de... Ce que je trouve chouette, à ce point-là, j'avais 28 ans. Tu as une sorte d'arrogance naïve. Tu as 25 ans, tu penses que tu sais tout, mais tu sais rien. Et que le monde est pour toi. Oui, voilà. Tu sais rien, mais tu penses que tu sais tout. Et tu fais... Et tu fonces. Et oui, voilà. Et tu es encore en train d'apprendre des trucs, mais c'est en apprendre des trucs que tu souvent... pendant que tu fais des fautes, que tu trouves de temps en temps des trucs très... Et ici aussi, Mad About You, c'était vraiment un demi-heure et c'était écrit, quoi. J'avais tombé amoureux de Cathy Dennis, une écrivain de chanteurs très connue en Angleterre. Il y a une ligne dans la chanson que tout le monde connaît, Are you the fishy one who will give me a headache in the morning? Et c'était, je l'ai rencontré sur un camp d'écriture, oui. Et on était dans un cave le premier soirée pour un peu, tu vois, un peu... il y a 15 personnes qu'on ne connaît pas. Alors, il disait, on fait du wine tasting. Oh, sympa. Et alors là, généralement, ça brise la glace. Oui, voilà, exactement. Et elle dit, à un moment donné, elle dit, this wine tastes fishy. Et moi, je disais, it doesn't taste fishy at all. It tastes actually really nice. Et de ce moment, on était en train d'avoir du bagarre toute la soirée. Voilà. Alors, le lendemain, on est dans ma chambre. On devait écrire une chanson ensemble. Et le premier... sentence, la première phrase qu'on a écrit, c'est The last thing I need is you and your black and white views pushing me over. Ce qui est devenu après The last thing I need is you, qu'on a sorti en 2003. Mais alors là, après cette journée, on est devenus vraiment des amis et ça a vraiment cliqué. Et alors j'avais vraiment une sorte un coup de foudre, mais quand même platoniquement. Et je savais aussi que c'était une relation impossible, quoi. Et alors, c'est pour ça que Mad About You parle de ça. Et c'est ça qui est quand même bizarre. Il y a si beaucoup de gens qui utilisent cette chanson pour leur opening dance, tu vois. Ils vont se marier. On a utilisé Mad About You. J'ai dit, mais ça parle d'une relation impossible. Oui, mais c'est Mad About You. Voilà. Ça arrive souvent. Mais du coup, d'avoir rechanté... Le Hôtel California des Eagles aussi sert pour ça. Et pourtant, ce n'est pas spécialement une chanson drôle. Donc, voilà. D'avoir rechanté cet album sur scène 25 ans plus tard, ça a changé quelque chose? Enfin, vous changez quelque chose dans la manière de l'interpréter? Ou bien vous retrouvez votre jeunesse quand ça revient? Pour être honnête, maintenant, on le joue beaucoup plus mieux qu'on a joué à l'époque. C'est vrai que on est commencé à répéter. Après, maintenant, on enregistre tout. Alors, chaque répétition, je mixe tout. Et à la fin, je disais à Riek et Raymond, j'ai dit, ça sonne vraiment bien. C'est vraiment très cool. Aussi, avec les cordes, on a ajouté quelque chose qui, quand même, que peut-être on voudrait ajouter à l'époque, mais qu'on n'avait pas vraiment l'occasion. Alors, oui, c'est chouette de le jouer. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le rewind. Alors, c'est une sorte de format de l'ancien Belgique, à Bruxelles. Et Rewind, tu joues l'album dans l'ordre original. Oui. Alors, on jouait au Balkan. Et là, les gens ne sont pas toujours très ponctuels. Alors, il y avait des gens qui entraient la salle après la troisième chanson, mais on avait déjà... La deuxième chanson, c'était Mad About You. Ouais. Alors, ils n'avaient pas entendu Mad About You. Alors, ça, c'est bizarre. C'est bizarre de jouer ton plus grand... chanson comme deuxième, mais maintenant on était forcés et en même temps c'est aussi chouette. C'est aussi chouette de vraiment d'avoir un climax direct. Oui, c'est ça. Après la deuxième chanson. Mais c'est aussi un album, c'est une construction aussi, Alex. Donc, si cette chanson vient à cet endroit-là dans l'album, c'est aussi parce qu'elle a sa place et que chaque album d'Overphonic, c'est un espèce de voyage psychédélique. Donc, et celui-là peut-être encore plus que les autres. Ouais, c'est vrai. Ici, rejouer avec des cordes et enregistré en live à Istanbul, ça donne évidemment une dimension supplémentaire. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi à Istanbul ?
Pourquoi Istanbul? Parce que c'est vraiment la ville où on est le plus populaire. C'est vrai? Ah ouais? C'est depuis longtemps. On a joué il y a 3 ans. On a joué avec un orchestre turc dans un amphithéâtre en plein air pour 4500 personnes. C'était génial, quoi. C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est l'énergie. On aime bien Istanbul depuis des années. Ouais. Alors ici, on disait, c'était aussi à Zorlu, ce qui est une très chouette salle. On était sur scène, mais on voyait la scène derrière. Alors, on était sur scène et on voyait la salle derrière. Alors, c'était 2000 personnes sur scène. La scène est énorme là-bas. Ouais. Et c'est vraiment fait pour de la musique classique et pour des grandes productions. Et alors, c'était une situation un peu bizarre d'être sur scène avec tout le monde et de voir la salle après le public. Il y avait encore des gens dans la salle aussi parce qu'il y avait tu pouvais acheter 2 tickets, un vraiment proche et un plus long, sur 95 dB, mais pour des gens qui ont un peu de problème avec les oreilles ou qui supportent pas les grands le bruit. Ouais. Ils vendent aussi les places seated un peu plus loin et un peu moins fortes, ce qui était un peu psychédélique quand même. Oui, moi je trouve qu'il y a ce côté-là dans l'album. Ça s'écoute très très bien, les yeux fermés et pas si on est au volant, évidemment. Et ça nous a pris 9 heures à la frontière turque avec le tourbus. Alors on était complètement chargés, on avait vraiment trop d'énergie. On disait maintenant on doit vraiment jouer un concert. Vous n'avez pas joué un petit morceau au douanier pour qu'il vous laisse passer? Non, pas vraiment, mais c'est comme ça. Il y avait des très longs fils tu vois, des embouteillages et après il y a les douanes et tout ça. Ça nous a pris 9 heures, mais ça vaut chaque fois la peine parce qu'on a joué là-bas. Le lendemain à Ankara, ce qui était aussi incroyable parce que c'était aussi sold out. Pour moi, ça avait le regard d'être plus que sold out. Et le mec disait non, c'est pas sold out. Et moi, j'ai dit au public, je suis très contente que c'est pas sold out parce que si c'était sold out, je ne jouais pas parce que c'était pas responsable quoi de jouer. C'était vraiment, mais ça s'appelle The Jolly Joker et c'est deux étages en dessous. D'accord. C'est vraiment dans le grenier, mais deux étages en dessous. Alors, si quelque chose se passe là-bas, moi, j'étais là, où est-ce que je dois échapper Mais l'énergie, de nouveau, oui, on aime bien. Mais on pouvait aussi l'enregistrer à Prague. Mais ici, la scène, la grandeur de la salle était vraiment parfait pour ce qu'on l'acoustique faire, aussi, j'imagine, parce que voilà, le but, quand vous l'avez fait, le concert, c'est de l'enregistrer aussi. C'est vrai parce qu'on enregistre chaque soir et j'ai aussi essayé de mixer Ankara et chaque fois on disait non, Istanbul, le son est beaucoup mieux. Et c'est aussi pas parce que la salle est vraiment... Et ça s'entend, sur l'album, on entend que le son est vraiment formidable. Et, La suite, Alex, c'est quoi après avoir fait The Magnificent Tree live à Istanbul, il y a un nouvel album, des nouvelles chansons de Warphonic qui se préparent. On va encore sortir quelque chose de spécial qui vient encore plus tard, qui est aussi lié à cette toujours album, pour le 30e anniversaire du groupe. Et après, on est en train de travailler sur un nouvel album. Ça, sur des nouvelles chansons. Avec des nouvelles chansons, je suis déjà assez loin dans le procès. Mais tu sais jamais combien de temps ça va prendre. Mais quand même, j'ai quand même pas mal de chansons. J'ai écrit sur ce tour-là aussi. Les autres musiciens disent toujours... Toi, tu es fou, quoi. Tu es vraiment un workaholic. Non, je ne suis pas un workaholic. J'aime bien mon boulot, quoi. C'est une passion, quoi. Alors, quand on est en tour, on prend le bus à 2 heures, on part. Moi, je vais me coucher. À 9 heures, je me réveille. Je commence à bosser toute la journée. J'ai écrit des chansons. J'ai écrit 11 chansons et j'ai mixé 75% de cet album en tour avec des tout petits baffles dans le backstage et tout ça. Après, dans mon studio, j'ai encore... automatisé tout, mais vraiment la base était faite en pleine tournée. Et j'aime bien être... Ce qui est chouette quand tu es en tour, tu es dans une bulle. Vraiment, il n'y a rien. Tu dois pas penser de faire des courses, pas faire on s'occupe de toi. Il n'y a pas de charge mentale. Il y a pas ton boiler qui est cassé et que tu dois... il y a rien. Tu dois
t'amuser et le soir, tu dois jouer. Et pour le reste, tu fais ce que tu veux et moi, je bosse tout le temps. Et le public suit parce qu'à Istanbul et Ankara, c'était sold out et parce que les 2 concerts à l'ancienne Belgique aussi, lieu mythique, sont également sold out. Donc, pour les prochains concerts d'Overphonic, il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance. Si quelqu'un veut encore voir cette show, parce qu'on joue, c'est vrai qu'on joue aussi dans le nouvelle année à l'OM et aussi à Anvers au Lotto Arena, mais là c'est 30 ans d'Overphonic, alors c'est pas l'album. C'est pas que cet album-là, d'accord. Si tu veux encore voir et tu veux encore acheter des tickets, il faut aller à Paris, Amsterdam, Londres, Milan, je crois l'Atelier à Luxembourg quand même. Ça c'est quand même pas trop loin. Et c'est sympa. Il y a quand même quelque chose aussi en France encore, mais c'est vrai en Belgique. C'est full. C'est full. Voilà, Overphonic est prophète en son pays. Et on aime bien quand même de garder tous un tout petit peu exclusif. Ah bah oui, c'est normal. Moi, je vous invite à vous plonger, vous immerger littéralement dans The Magnificent Tree, cet album mythique d'Overphonic, mais revisité ici avec orchestre à Istanbul. Merci. Et ça sort Alex. le 26 septembre. Oui. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Alex. Le 26 septembre, où l'album est vraiment 25 ans. Ah, voilà. C'est vraiment l'anniversaire de l'album. Le symbole jusqu'au bout. Ça a sorti le 26 septembre en 2000. Wow. It's a millennial. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Merci, Alex.